Si vous voulez bien, nous allons passer maintenant à la troisième intervention avant la pause café. Ce sera celle du professeur Régis Bismuth, qui est agrégé des facultés de droit et professeur à l'école de droit de Sciences Po, et dont les recherches, là, ont porté essentiellement au cours des années récentes sur les problèmes de droit économique et des investissements et de droit monétaire. Il est donc particulièrement bien placé pour nous parler de la santé en tant que marché au pluriel. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Ah oui, voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci naturellement aux deux organisateurs pour cette invitation à ce beau colloque. Ça me fait très plaisir de revenir à Rennes. Rennes, lieu du premier colloque SFDI auquel j'ai assisté et où j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première fois Guillaume. C'était il y a 13 ans, voilà, 2005, sur les compétences de l'État. Alors il y a une présentation PowerPoint, mais elle n'est faite que pour illustrer quelques aspects. C'est vrai qu'en droit international économique, lorsqu'on pense à la santé, on pense de façon presque mécanique, à l'exception de santé publique, je dirais, thème qui a été battu, rebattu, sur lequel il y a une littérature extrêmement pléthorique. On ne pense pas nécessairement à la question de la libéralisation des marchés de la santé ou du marché de la santé. La littérature n'en est à ce point de vue qu'à l'état de chrysalide, et de façon assez surprenante, le mouvement Global Health Law et les différents ouvrages qui existent dans ce domaine ne le traitent que de façon parcellaire. Ce sont plutôt des spécialistes de droit international des services qui abordent ce sujet et qui l'abordent sous l'angle exclusivement économique, sans nécessairement traiter des problèmes que sont susceptibles de poser qu'est susceptible de poser la libéralisation des marchés de la santé. Alors avant de parler de cette libéralisation, peut-être essayer d'identifier certains aspects importants du sujet. L'un des premiers, et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de rajouter un S au marché. Il n'y a pas un marché de la santé, il y a des marchés de la santé. Il y a le marché des services de santé, il y a plusieurs marchés des services de santé, des actes médicaux, le marché des professionnels de santé et de la mobilité internationale des professionnels de santé, bien évidemment le marché des produits de santé, des médicaments, le marché des équipements et des infrastructures de santé, avec par exemple pour les infrastructures l'implication de la Banque mondiale dans le financement de certains hôpitaux, de certaines infrastructures. Et il y a aussi un autre aspect, le marché des services financiers qui s'adossent aux activités de santé en supportant tout ou partie de leurs coûts. Bien évidemment, je parlais ici des systèmes de protection sociale. Les caractéristiques du marché de la santé. Les marchés de la santé sont des marchés où il existe de nombreuses défaillances qui sont dues à l'asymétrie d'information, à l'asymétrie d'expertise, des défaillances de marché qui résultent bien évidemment des risques qui sont posés pour les consommateurs de ces services. Et c'est ce qui justifie le fait que ces marchés de santé sont particulièrement régulés, sont des marchés hyper régulés, avec des barrières à l'entrée, aussi bien pour les professionnels, en matière de qualification, en matière de numerus clausus, par exemple, aussi pour les formes capitalistiques d'exercice des professions. Si on pense aussi au marché du médicament, il existe des barrières aussi bien au stade de l'accès au marché, l'autorisation mise sur le marché, de la prescription par le médecin, de la distribution par le pharmacien. Il existe aussi de la régulation par les prix. Donc c'est un marché hyper régulé. C'est aussi la santé, ce sont aussi pour les marchés de la santé des marchés que l'on pourrait qualifier de duels, avec des marchés officiels régulés et des marchés inofficiels, parfois prohibés et non régulés. Ça peut faire penser d'ailleurs à certains points de vue à ce que l'on peut constater dans le cadre des marchés financiers, avec un secteur financier officiel, une régulation des produits financiers avant de leur mise sur le marché, mais également un marché financier inofficiel, ce qu'on appelle par exemple le shadow banking ou le over the counter. Ce qui est intéressant dans le système financier, c'est de constater qu'il y a une forme de porosité entre l'officiel et l'inofficiel, et cette porosité existe aussi dans le domaine des marchés de la santé. On aura l'occasion d'en dire quelques mots.
Ce sont aussi des marchés, et pour ce qui concerne notamment les systèmes de protection sociale, des degrés d'intervention étatique particulièrement différents, avec des modes de couverture universels ou non universels, qui font intervenir des mécanismes de financement qui sont différents. Alors, je vais évoquer en premier lieu la question de la libéralisation des marchés de la santé et voir ce que peut nous dire notamment le droit de l'OMC sur le sujet ainsi que les accords de libre-échange. Et ensuite, j'évoquerai dans un deuxième temps les effets dérégulateurs de cette libéralisation des marchés de la santé. Tout d'abord, pour ce qui concerne la libéralisation des marchés, essayer de comprendre la nomenclature. Je passerai très rapidement sur la question du marché des médicaments, puisque nous aurons d'autres contributions sur les aspects de droit de propriété intellectuelle. Je dirai juste quelques mots rapides sur la question des droits de douane en matière de médicaments. Il faut savoir qu'au moment de la négociation du cycle de l'Uruguay, des États membres de l'OMC, ou qui allaient devenir membres de l'OMC, représentant 90% de la production des médicaments, ont passé un accord consistant à réduire à 0% les droits de douane sur l'importation des médicaments. Il y a un sujet, d'une certaine façon, qui désarçonne un petit peu les économistes, c'est la question de savoir pourquoi des États, par exemple le Népal, qui n'ont pas d'industrie pharmaceutique, continuent d'appliquer certains droits de douane. Pour le Népal, par exemple, c'est 14%, alors qu'il n'y a aucune nécessité de protéger la production nationale et qu'il n'y a et que ça augmente le prix d'accès, bien évidemment, des médicaments pour les patients. Alors, au-delà de la question justement des droits de douane, ce qui est le plus intéressant, c'est sans doute de réfléchir un petit peu sur les services de santé et voir quels sont les développements les plus intéressants de ce point de vue. On peut se tourner ici vers le GATS, vers l'accord général sur le commerce des services, puisqu'il existe des mécanismes de libéralisation des services de santé, il existe des engagements qui ont été pris par les États de ce point de vue, avec différents modes de libéralisation. Je vous ai mis, à titre d'exemple, la liste d'engagements de l'Union européenne, telle qu'elle résulte du cycle de l'Uruguay, avec 4 modes. Alors le mode 1, il s'agit ici de la prestation transfrontière. Consommateurs et prestataires restent dans leur pays, et c'est le service de santé qui a vocation à voyager. Alors lorsque cela avait été envisagé au moment de la négociation du cycle de l'Uruguay, bien évidemment, nous n'avions pas les mêmes technologies d'information, mais aujourd'hui, pour les activités de télémédecine et de télédiagnostic, par exemple, cela est bien évidemment possible. De la même façon qu'on connaît beaucoup de personnes qui ont fait des tests ADN, qui sont par ailleurs prohibés ou très réglementés en France, et qui peuvent être faits par voie de courrier après avoir cliqué sur un site internet. Et donc on voit, par exemple, pour ce qui concerne l'Union européenne pour le mode 1, la santé unbound, c'est-à-dire refus, il y a des restrictions à l'accès au marché, il n'y a pas d'engagement de libéralisation. Ensuite, consommation à l'étranger, le mode 2. Ici, c'est le consommateur qui se déplace pour consommer le service de santé à l'étranger. C'est un phénomène, et c'est le phénomène du tourisme médical qui est en très importante expansion. Ici, lorsqu'on voit l'engagement de l'Union européenne, aucune limitation, bien évidemment. Il n'y a pas de possibilité, de toutes les façons, pour les États membres de l'Union de contrôler les services de santé qui sont consommés à l'étranger par leurs ressortissants. Alors bien évidemment, ça ne pose pas de problème lorsque le service de santé ne laisse pas de traces. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une gestation pour autrui et autres, lorsqu'il s'agit de rapatrier l'enfant, bien évidemment, cette consommation à l'étranger est susceptible de poser certains problèmes pour les États qui prohibent ce type d'activité. C'est l'exemple de la France. Et on a des mécanismes correctifs qui sont ceux, par exemple, des droits de l'homme, du droit européen des droits de l'homme pour ce qui concerne les enfants issus de la GPA. Ensuite, pour ce qui concerne les modes 3, présence commerciale, présence d'une succursale ou d'une filiale, et les modes 4, il s'agit ici de la mobilité internationale des professionnels de santé. On peut bien évidemment se rendre compte, lorsqu'on consulte la liste de l'Union européenne, qu'il existe des restrictions spécifiques qui sont mentionnées par les États membres de l'Union lorsque ce texte a été adopté en 1994. Par exemple, j'ai mis l'exemple de la France qui est ici entourée. Vous devez passer par une société d'exercice libéral. D'ailleurs, je crois que depuis, la réglementation française a changé. J'ai mis aussi la liste du Kazakhstan. La liste du Kazakhstan, elle est intéressante parce qu'on voit que le Kazakhstan a libéralisé complètement les modes 1 et les modes 2. Donc, il accepte
la libéralisation de la prestation transfrontière, avec toutefois pour ces deux modes une indication, à savoir que les mécanismes de protection sociale ne peuvent pas bénéficier aux consommateurs par le biais qui s'engagent dans des consommations de services de santé par le biais des modes 1 ou des modes 2. Donc si vous faites du tourisme médical ou si vous avez recours à la prestation de services transfrontières, vous ne pouvez pas bénéficier de la protection sociale du Kazakhstan. Je ne parlerai pas ici de la libéralisation des services d'assurance santé. On a la liste de l'Union européenne, ce sont des domaines en matière d'assurance santé où les États membres de l'OMC ont pris des engagements de libéralisation qui sont bien plus importants que pour les services de santé eux-mêmes. Alors, on peut maintenant s'interroger sur la pertinence de ces différentes nomenclatures. Parce que cette classification, elle a été réalisée au milieu des années 90, au moment où nous n'avons pas nécessairement les mêmes technologies. Et je crois qu'il y a une porosité d'une certaine façon entre les modes 1, mode 2, mode 3 et mode 4, puisque le tourisme médical, c'est-à-dire mode 2, trouve un relais utile dans le mode 3, consultation dans le pays d'origine, et aussi dans le mode 1, dans la mesure où on peut transmettre un dossier médical par Internet. Et il existe de nombreux sites, je vous en ai donné quelques exemples ici, qui sont accessibles depuis la France et qui organisent la réalisation de prestations de santé opérées à l'étranger, avec un numéro de téléphone accessible en France, avec le choix de votre clinique. Vous pouvez trier par prix, vous pouvez avoir l'avis des différents clients. Alors on voit par exemple le Maroc est particulièrement attractif pour ce qui concerne les opérations de prothèses. C'est un petit peu le e-booking, si vous voulez, de la santé. Alors, lorsqu'on consulte la littérature sur le sujet, on se rend compte que l'appréhension justement de ce tourisme médical ou la façon de le traiter est essentiellement sous l'angle de l'économie. On parle d'avantages compétitifs, on parle de spécialisation, des nouveaux hubs du tourisme médical en Inde, en Thaïlande, au Costa Rica, de différence des prix entre un pontage coronarien aux États-Unis qui serait de 140 000 $ et en Inde de 5 000 $, d'entreprises japonaises qui envoient leurs employés pour des examens médicaux en Thaïlande plutôt que de les faire au Japon parce qu'ils sont plus chers. Il y a aussi des nouveaux acteurs, bien évidemment, comme des fonds de private equity et des nouvelles entreprises qui se saisissent de ces marchés. Et la question qui se pose, et là j'indique très rapidement, oui, il doit me rester 5 minutes, je n'ai pas oublié, j'indique très rapidement un papier au titre qui peut être un petit peu provocateur, qui a été publié par Matthew Ratindan. Est-ce que l'assurance santé constitue un obstacle au commerce des services de santé, en l'occurrence ici, à partir du moment où vous n'êtes couvert que pour des prestations de santé sur votre territoire, cela désincite d'une certaine façon les consommateurs à les consommer à l'étranger. Ça vous donne d'une certaine façon la vision purement économiste de l'étude de ce sujet. Et lorsqu'on consulte les papiers de l'OMC, et par exemple l'OMC a publié un papier qui traite entre autres du tourisme médical, le seul élément ou le seul intérêt ou considération non économique qui apparaît, c'est ethical issues could become increasingly significant. Mais à part ça, il n'y a absolument rien d'autre. Et ça me conduit à évoquer très rapidement les effets dérégulateurs. Ces effets dérégulateurs, notamment du tourisme médical, on peut les mentionner très rapidement. Bien sûr, le prix est plus faible. Bien sûr, cela permet d'avoir une meilleure disponibilité, de contourner certaines difficultés nationales. Par exemple, au Québec, des milliers de personnes sont en attente d'une intervention chirurgicale, mais il existe des risques. Des risques pour le système financier et le système de santé national. Il y a un rapport du Sénat américain, notamment, qui conclut que le développement du tourisme de santé permettrait de réduire les dépenses fédérales en matière de protection de santé. Pour le patient, faiblesse de l'encadrement, risque en matière de responsabilité, risque en matière de suivi. Pour les patients de l'État prestataire, dans la mesure où les clients étrangers qui payent un peu plus cher arrivent dans le haut du panier
et passe devant les patients nationaux pour ce qui concerne, par exemple, les opérations et les greffes d'organes, et aussi pour les patients d'état tiers, parce que la création de ces nouveaux hubs de santé vont créer un phénomène d'aspiration des professionnels de pays qui n'ont pas la capacité de retenir leurs professionnels. Donc ça devient d'une certaine façon aussi, de ce point de vue, la marchandisation de la santé, un problème global. On peut parler aussi très rapidement de la question des effets de la libéralisation sur le maintien des systèmes de protection sociale, dans la mesure où il ne vous aura pas échappé que plusieurs arbitrages États-investisseurs ont déjà eu pour cible les systèmes de protection sociale nationaux. Je vous renvoie vers les affaires Eureko contre Pologne et Achmea contre Slovaquie notamment, où il était question de contester une législation slovaque revenant sur la libéralisation du système d'assurance santé en interdisant aux assureurs de distribuer des profits aux actionnaires. Et Achmea a obtenu gain de cause, même si on connaît la suite de l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, il existe peut-être un risque que cette libéralisation des services de santé ne conduise à un détricotage, à la fois une dérégulation à l'échelle internationale, mais un détricotage des systèmes de protection sociale à l'échelon national. Il y a d'autres sujets qu'on peut évoquer qui sont particulièrement importants, notamment pour l'OMS, à savoir la circulation, la mobilité internationale des professionnels de santé. On peut mentionner quelques chiffres qui sont particulièrement parlants. C'est le cas du Nigeria. Au Nigeria, il y a 35 000 médecins alors qu'il en faudrait 250 000. Mais il faut savoir qu'il y a 35 000 médecins qui ont été formés au Nigeria, qui sont partis par exemple au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors l'OMS a adopté un code pour le recrutement international des personnels de santé, appelant une attitude responsable de la part des pays qui importent d'une certaine façon, entre guillemets, ces professionnels. En tout cas, pour que ce sujet de la libéralisation des services de santé soit traité de la manière la plus adéquate, sans doute faut-il sortir de cette logique strictement économiciste. Sans doute l'OMC n'est pas le meilleur forum et les accords de libre-échange ne sont pas les meilleurs instruments pour traiter de cette question qui, bien évidemment, pose de nouveaux problèmes pratiques. Je vous remercie.